terminer, après avoir été des promeneurs dans l'espace, eh bien, on peut se demander comment le promeneur devient un spectateur, puis un acteur, mais aussi comment la représentation picturale devient un trompe-l'œil ou bien met en place des parergons, j'expliquerai ce que ça peut signifier, fonctionne comme un théâtre ou bien même donne à vivre ce concept baroque de Theatrum Mundi. Pour finir, bien évidemment, on en reviendra à la matérialité picturale et on verra comment toutes les illusions peuvent être défaites quand on est dans la Villa Barbaro à Macer. Première petite notion lancée, je me suis intéressée aux figures au seuil. Mais d'abord, avant de parler de ces figures, j'ai repris un terme que l'on doit à Chastel dans un article de 1978. Donc avant de parler de ces figures, d'abord on va s'intéresser au nombre de registres que l'on trouve dans la peinture de Véronèse. En termes de composition spatiale, on peut dire que dans la Villa Barbaro, il existe 2 espaces et 4 lieux. 2 espaces, 4 lieux. Donc le premier espace, c'est l'espace réel. C'est l'espace parcouru, cette fois-ci, disons-le, par le spectateur. On va voir comment il devient spectateur. Donc cet espace réel, qui est le premier espace, il est déterminé par l'architecture réelle de Palladio. Ensuite, nous avons un deuxième espace. Ce deuxième espace, il est fictif, il est peint. Et ce deuxième espace, qui est fictif, qui est peint, il est divisé en 3 lieux. 3 lieux qui sont fins, 3 lieux peints, qui sont hiérarchisés. Donc on a le premier lieu de ce deuxième espace peint. Donc ce premier lieu s'appelle, c'est le lieu de la quadratura, c'est le lieu qui est structuré par ces architectures fictives qu'on a déjà analysées. D'accord ? On a dans ce premier lieu du deuxième espace un deuxième lieu qui est le lieu des paysages, qui se déploie en profondeur, et on a d'une certaine façon un 4e lieu, et on le voit très bien, qui est réservé à l'architecture des voûtes. Donc ce sont plutôt des scènes mythologiques et allégoriques. Donc 2 espaces, 3 lieux. Premier lieu, la quadratura. Deuxième lieu, le paysage. Troisième lieu, les scènes mythologiques et allégoriques. Ça va nous donner quelques points de repère. Donc, quand je suis dans la salle de la Croisée, je suis dans mon espace réel, et pourtant, justement, déjà, les figures de musiciennes qui sont disposées à la manière de sculptures dans des niches, eh bien, regardez, prennent l'apparence de personnages réels. On observe que les niches sont peu profondes, d'ailleurs qu'elles ne pourraient pas accueillir le volume de leur corps, que les corps, comme les vêtements, débordent légèrement de l'encadrement architectural peint, comme si ces figures de musiciennes se situaient dans un entre-deux, au seuil de l'espace de présentation et au seuil de l'espace de présentation représenté, c'est-à-dire au seuil du lieu peint par la quadratura, d'accord, et de l'espace parcouru par le spectateur. Donc vraiment au seuil de l'espace que nous pourrions parcourir et de l'espace qui se donne à voir comme un prolongement de notre espace. Les corps de ces jeunes femmes, pour appuyer cette ambiguïté, répondent au canon vénitien. Donc on a vraiment une carnation qui est rosée et non pas une couleur de marbre blanc, d'accord. Des corps qui sont tout en rondeur, bien éloignés du canon antique, et l'effet de trompe-l'œil se propage avec douceur dans ces figures
comme si se réalisait peu à peu sous nos yeux un devenir cher de ces figures de musiciennes que l'on considérait jusqu'alors comme des sculptures. Situées au transept, le bras de la croix, est répartie dans l'espace avec sous-métria, c'est-à-dire une symétrie dynamique. Eh bien, regardez, elles guident le spectateur comme si elles s'animaient, leur corps désignant par le mouvement d'épaule, par le mouvement du dos, par le mouvement de la tête, par le mouvement de l'instrument, eh bien, l'espace, enfin, la porte qu'elles encadrent. Donc on a vraiment cette illusion, à condition qu'on décide et qu'on accepte d'être charmé par cette illusion, que ces sculptures sont en train de devenir des figures, que ces sculptures ont un devenir cher, et qu'elles nous guident dans l'espace, comme si tout à coup, ces musiciennes étaient des muses, et que la villa de Macer se transformait en un Parnasse, que pour nous, elle chantait les dieux, et que d'ailleurs nous étions, que nous sommes devenus leurs dieux, qu'elles nous inspirent, que nous sommes les poètes d'ailleurs à inspirer, puisqu'elles jouent de la musique tout autour de nous. Mais aussi, toujours sur le transept, en face des portes réelles, eh bien se trouvent deux portes fictives sur le mur sud, par l'entrebâillement desquelles surgit un jeune homme en avant de la porte et, de l'autre côté, une petite fille. Voilà, une petite fille. Alors, le jeune homme, excusez-moi, en arrière de la porte et la petite fille en avant de la porte. Donc, ce sont des occupants qui sont peints à la fois comme des vivants du XVIe siècle. Donc les modèles sont peut-être des membres de la maisonnée, et d'ailleurs ils sont habillés de leurs vêtements d'époque. Et en même temps, ces occupants peints qui étaient vivants au XVIe siècle sont fictifs, puisqu'ils appartiennent à ce monde peint du premier registre de la figuration. Sur le même registre, exactement avec le même type de fonctionnement, on va retrouver, lorsqu'on est au centre de la villa de l'Olympe et qu'on regarde l'enfilade des pièces privées qui se déroulent de part et d'autre, c'est-à-dire d'est en ouest, eh bien on va retrouver le portrait de la femme de Véronèse, Elena Cagliari, encadrée. Donc elle est en costume, elle est richement habillée, avec des vêtements qui lui donnent l'apparence d'une noble dame. Et de l'autre côté, eh bien, l'autoportrait présumé de Véronèse, présumé puisque nous n'avons aucun autre autoportrait connu de l'artiste. Donc, il est représenté comme un noble gentilhomme, un habitant contemporain du XVIe siècle, qui semble être de retour de la chasse, puisqu'il est accompagné de ses chiens, qu'il retient d'ailleurs au seuil de la porte. Donc, c'est bien là une projection auctoriale, ce qu'on appelle une projection auctoriale, c'est-à-dire une représentation de l'auteur dans son œuvre, ce qui d'ailleurs est très fréquent dans les fresques, puisque on en trouve par exemple dans la célèbre chambre de la signature du Vatican avec l'autoportrait de Raphaël, mais aussi Raphaël, portrait Turand par exemple, Léonard de Vinci en Platon, ou bien encore Michel-Ange et bien d'autres artistes. Alors, qu'est-ce que viennent nous faire comprendre ces figures? Eh bien, ces figures, elles sont destinées à traverser la frontière entre l'espace réel et l'espace fictif, en évoquant les habitants de la villa. Et d'ailleurs, pour appuyer davantage cette impression, ils sont représentés dans une position physique qui évoque la transition, celle du franchissement d'un seuil. Donc c'est vraiment une expression qu'on doit à Chastel dans son fameux article.
je donnerai les références où je peux communiquer une bibliographie plus tard au besoin. Alors, ce motif d'implication des personnages, on le retrouve effectivement dans l'Antiquité. Tout à l'heure, je vous ai montré un exemple d'une peinture pompéienne du IVe siècle, avec ce décor illusionniste. Ah, je l'ai retrouvé. Voilà, ici. Donc, dans ce décor illusionniste, on trouve effectivement un décor qui est rythmé par des ouvertures fictives, et donc ces ouvertures fictives vont créer des échappées, avec notamment cette figure féminine qui est debout dans l'encadrement de la porte, qui apparaît là comme une singulière anticipation des peintures de la Renaissance. Alors, si Véronèse ne pouvait pas connaître cette peinture, pour autant, eh bien, ce sarcophage romain, alors là je m'excuse, je n'ai pas trouvé de meilleure reproduction, ce sarcophage romain avec Mercure du IIIe siècle, qu'on trouve au musée de l'œuvre du Dôme, où on voit, regardez, alors c'est en très mauvaise résolution, mais au centre d'une porte surmontée d'un fronton et entourée de deux pilastres, une figure, donc Mercure, qui est en train de franchir un portail entrouvert. Et donc, ce sarcophage romain était suffisamment connu pour que Véronèse ait pu s'en inspirer. Donc, si ces figures sont représentées de manière ludique, afin de surprendre et d'amuser le visiteur, en donnant l'illusion que les figures peintes entrent et sortent à la fois, d'une part, au XVIe siècle, elles redoublaient la réalité, rendant visible pour le spectateur un devenir figure ou peinture des corps réels. On imagine croiser cette vraie petite fille, le jeune serviteur réel, redoublé par la peinture et apparaissant en franchissant un seuil. Donc ça, c'est la première chose, redoubler la réalité pour le XVIe siècle. D'autre part, pour le spectateur d'aujourd'hui, pour le spectateur de tout temps, par leur balancement immobile et suspendu, ces figures répètent inlassablement sur place le mouvement instantané du spectateur, un mouvement sagittal, traversant, qui traverse les pièces et qui parcourt l'espace, donnant cette fois-ci l'illusion d'une intrusion des figures fictives dans le réel, tout comme en visitant la villa, nous nous introduisons dans un monde peint. Donc, des figures sur le seuil qui redoublent la dynamique du corps du spectateur qui traverse les espaces, passe par les arcatures, franchit des seuils, change de pièce, va dans une autre pour contempler cet espace. Alors bien évidemment, quand on voit ces figures, forcément, on a les Ménines de Velázquez en tête, avec cette figure qui est au fond de la représentation, cette figure qui franchit le seuil et qui redouble tout à fait la place du spectateur dans le dispositif de Velázquez. Mais je laisse de côté. Alors, fonctionnant comme ces figures, on peut citer, par exemple, le chien qui passe devant le paysage de la nef de la salle de la Croisée, ou bien encore dans la salle du petit chien, cette fois-ci, eh bien, justement, l'épagnole du mur sud et le chat, hop, qui est son pendant, je ne sais pas si vous l'aviez vu quand vous y étiez, et le chat qui est son pendant sur le mur nord. Alors, les figures au seuil, les animaux qui se promènent ça et là et qui se positionnent ou qui s'assoupissent au pied de ces architectures feintes, eh bien, il est intéressant de les comparer, entre guillemets, à ces natures mortes que moi je propose de qualifier de parergon. Alors, on va s'intéresser justement à ces natures mortes représentées. Alors, parergon, hop,
Alors, je vais vous montrer la nature morte. Peut-être je peux expliquer le terme. Donc, c'est un terme qui est utilisé par Derrida, qui l'emprunte d'ailleurs à Kant. Alors, sans rentrer dans les détails, para, c'est un préfixe qui veut dire à proximité et à distance, qui désigne aussi l'idée d'intériorité et d'extériorité. Et ergon désigne l'œuvre. Donc, par ergon, c'est ce qui est à la fois à proximité et à distance de l'œuvre, similaire et différent de l'œuvre, à l'intérieur et à l'extérieur de l'œuvre. Donc, dans la tradition des natures mortes, donc là, par exemple, vous avez un parerga, donc, dans cette peinture de Peter Hertzen, il va revenir, qui représente le Christ chez Marthe et Marie. Regardez, la petite scène religieuse, merci beaucoup, est représentée en arrière-plan. Donc, le Christ chez Marthe et Marie. Et qu'est-ce qu'on a effectivement à l'avant-plan? Eh bien, une grande nature morte, qui est aussi bien évidemment une vanité, et qui est un parerga. Pourquoi? Parce que elle vient en amont, en bordure de l'œuvre. D'ailleurs, regardez, elle encadre la scène religieuse, et elle est à la fois à l'intérieur de l'espace qui est peint, mais également à l'extérieur, bien éloigné, et on sent cette tension qui est provoquée par le jeu d'échelle. Vraiment, cette nature morte vanité qui envahit un premier plan, mais pour mieux border et bien sûr symboliser la scène religieuse dans l'arrière-plan. Alors, je ne développe pas plus, et j'en reviens justement aux natures mortes que je trouve dans la Villa Barbaro et des natures mortes qu'on pourrait qualifier de parergon. Alors, je me refaufile dans la salle du tribunal d'amour. Rappelez-vous, on avait un chien qui s'était assis là, au pied des colonnes, dans cet espace créé par la peinture de Véronèse, cette profondeur illusoire dégagée par le redoublement des colonnes en pilastres. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette pièce? Effectivement, pas très loin de ce chien, une brosse, des chaussures, mais aussi d'ailleurs le tabouret d'un peintre. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, alors qui est là, voilà, le chevalet du peintre. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez pu le situer? Non, parce que moi non plus, je sais qu'il est dans cette pièce, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est intéressant, c'est qu'on a bien des objets qui créent un lien entre l'espace parcouru par le spectateur et la réalité domestique, la réalité d'une villa, des objets qui fonctionnent comme des trompe-l'œil, qui créent des irruptions comme cela, très très prosaïques, et qui offrent autant de divertissement, d'amusement, de surprise et donc de plaisir pour le spectateur, avec cette idée que ces objets finalement donnent l'illusion au spectateur qu'ils viennent d'être déposés, qu'ils ont été oubliés, d'ailleurs peut-être qu'on a caché, qu'on a tenté de cacher leur présence en plaçant là une table, ici un canapé. Et donc, ces natures mortes, ces objets, vont indexer l'espace, vont montrer l'espace peint, non plus comme quelque chose de figé, de terminé, d'arrêté, mais plutôt comme résultant d'action, résultant de mouvement. D'accord ? Je viens de déposer, j'ai oublié de récupérer mes pantoufles, j'ai oublié de ranger le balai, je ne sais plus d'ailleurs où se trouve mon chevalet. Donc des objets qui désignent l'espace comme action et mouvement, qui indexent l'espace. Si on essaye de les désigner et de les qualifier plutôt de parergon, on comprend que ces objets représentés ont une double fonction à la Villa Barbaro. S'ils créent une transition pour le spectateur, de l'espace réel à l'espace peint, du banal à, par exemple, la fresque plus mythologique, eh bien, il semble, tout comme les figures sur le seuil, tout comme ces figures en attente, en transition, inverser la dynamique en jouant le rôle de bordure imaginaire, cette fois-ci
une bordure imaginaire qui ne cadre pas les peintures, mais qui cadre l'espace que nous parcourons. Comme si nous étions, finalement, l'œuvre bordée par ces objets, d'accord ? Comme si ces objets servaient de cadre pour l'espace que nous parcourons. Et c'est là où, d'une certaine façon, on comprend que la peinture de Véronèse fonctionne comme un théâtre, d'accord ? Propose une théâtralité, voire même nous permet de vivre une expérience tout à fait baroque, qu'on qualifie de théâtrum mundi. Je vais m'expliquer. Alors d'abord, hop, quelques repères, les figures au seuil, les paragons, et de la peinture comme théâtre au théâtrum mundi. Donc on vient de le voir, on a commencé cette troisième partie en se fixant des repères. 2 espaces, 3 lieux. La quadratura avec le vocabulaire architectonique, le paysage peint et les fresques sur les voûtes à représentation plutôt mythologique. On s'est fixé des repères et on se rend très vite compte que finalement ces repères sont instables quand on fait l'expérience de cette ville-là, puisque finalement on a des figures qui traversent l'espace, tout comme nous traversons l'espace, mais on a aussi des objets, d'accord, qui montrent, qui donnent l'illusion qu'ils viennent d'être déposés, qu'ils sont déposés, qu'ils résultent d'une action en cours, comme oubliés, d'accord, et qui même presque bordent l'espace que nous parcourons. Donc, en fait, les 2 espaces et les 3 lieux que nous avons décrits communiquent et interagissent à la manière d'un théâtre. Alors, le premier indice, justement, concernant ces objets, eh bien, leur disposition tout à fait surprenante, au sens de ce qui crée la surprise, hein, des chiens, les chats, les outils du peintre, le chevalet, les pantoufles, sont teintés d'une légèreté, sont teintés d'une note comique qui évoque les pratiques théâtrales contemporaines du XVIe siècle, c'est-à-dire de la commedia dell'arte. Donc, la commedia dell'arte, c'est justement un style théâtral qui dépend d'une intégration de la vie quotidienne au théâtre. Et donc, le genre de la commedia dell'arte résulte d'un mélange de la pensée humaniste et de l'observation directe de la réalité. Deuxième indice. Chez Véronèse, l'illusion dépend de son traitement du costume des figures. Donc on l'a vu par exemple, costume de la femme de Véronèse, de cette noble dame. Si pour le spectateur actuel, ces vêtements appartiennent à une autre époque, ce qui nuit à l'effet, eh bien, à l'origine, pour les propriétaires de la villa, l'apparence des personnages habillés renforçait, pour les habitants et les autres, leur potentiel de réalité. Comme si la scène du théâtre s'était effondrée et que tous se retrouvaient présents dans un même espace. D'autres indices, je n'ai pas pu montrer de source, ce sont les historiens qui l'écrivent, les chapiteaux représentés par Véronèse qui coiffent ses colonnes et les guirlandes de la salle de l'Olympe imitent le vocabulaire architectural d'un théâtre romain qui se trouve à Berga et qui date de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, on va dépasser un petit peu ce stade-là, parce qu'en fait, Véronèse ne se contente pas d'appliquer les idées de Vitruve, Véronèse ne se contente pas de faire des références disséminées ça et là au théâtre, mais il crée une théâtralité en imitant directement les modèles antiques issus de l'architecture théâtrale. Alors pour bien comprendre, je vous ai fait un petit moyen visuel qui vous explique grosso modo, rapidement, quel type d'espace on trouve justement dans le théâtre antique. Donc on a déjà un premier espace qui est l'espace du spectateur, la cavea, donc c'est ces gradins où l'on peut s'asseoir pour observer d'une part ce deuxième espace qui est l'espace des acteurs qu'on désigne par la skéné. Cet espace des acteurs, il est organisé en 2 parties grâce à cette architecture monumentale qu'on appelle le front de scène. Et ce front de scène va délimiter d'un côté les coulisses qui sont cachées derrière, où vont les acteurs, et d'autre part
l'avant-scène. Donc on a un espace de la salle, un espace du spectateur et un espace des acteurs, divisé par des coulisses et par une avant-scène. Si maintenant on en revient au salon de l'Olympe, qu'est-ce que je remarque? D'abord que ce lieu de la Quadratura, ce lieu qui est organisé par l'architecture peinte par Véronèse, eh bien, entre en résonance avec l'architecture de front de scène du théâtre antique. On va retrouver à nouveau des chapiteaux, des colonnes, des chapiteaux, un entablement. Donc, l'espace de la Quadratura, qui est peint par Véronèse, fonctionne comme le front de scène, reprend le vocabulaire du front de scène des théâtres antiques. Donc, le front de scène, ce qui est intéressant, c'est que c'est un espace, c'est une limite qui est transitionnelle, qui permet une transition. Quelle transition? Eh bien, l'acteur qui est dans les coulisses, qui se prépare, d'accord, passe par ce front de scène pour venir à l'avant de la scène réaliser sa représentation. D'accord? Donc il passe d'un espace caché de travail à un espace de représentation théâtrale où il sera observé par le spectateur. Donc, si on revient à ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut imaginer de vivre quand on est à la Villa Barbaro, eh bien, on a bien cette impression, nous aussi, d'une certaine façon, de contempler des acteurs, alors par exemple, là, des acteurs qui seraient surélevés par cet espace dessiné par la Quadratura, ici, dans le salon de l'Olympe. Ces figures que nous n'avons pas encore analysées, donc ces figures appartiennent à une réalité qui est plus humaine. Donc, est représentée, je cherche là une image un peu plus grande, est représentée justement le portrait de la femme de Marcantonio Barbaro, Giustiniana Giustiniani. Donc elle est vêtue d'une élégante robe bleue, enrichie de brocart d'or et d'argent. Elle est accompagnée d'une nourrice, mais aussi d'un petit chien, d'un perroquet et d'un jeune enfant. Voilà, on a tout à coup des personnages humains qui commencent à dessiner une allégorie, celle des 4 âges de l'homme, puisqu'en face, de l'autre côté de la balustrade, on va retrouver les 2 fils de Marcantonio, l'un lisant, l'autre chassant avec son chien un singe. Donc on a les 4 âges, la vieille nourrice, l'âge adulte avec la femme et l'adolescence puis l'enfance. Ces figures sont elles-mêmes surplombées par les divinités qui sont elles-mêmes gouvernées par ce concept d'harmonie. Donc on a cette idée qu'on est d'une certaine façon à la villa comme au théâtre, que nous sommes les spectateurs de scènes peintes, nous sommes les spectateurs de scènes peintes qui évoluent sur une architecture peinte, tout comme évoluaient les acteurs dans le théâtre antique sur cette avant-scène bordée d'un front de scène. Mais par le choix de disposition et le degré d'intention et l'expressivité de la figure, tout à coup, les rôles peuvent s'inverser et de spectateurs, d'une certaine façon, nous pouvons avoir l'impression de devenir les acteurs, c'est-à-dire les figures observées. En effet, Giustiniana Giustiniani se penche doucement à l'avant de sa balustrade et de cette façon, par la disposition de sa tête en direction du bas, elle établit un contact visuel très fort avec le spectateur qui entre dans le salon de l'Olympe. Alors, vous imaginez un petit peu le trouble quand, au XVIe siècle, on était aussi accompagné de la maîtresse de maison qui se retrouvait à côté de nous et qu'on l'avait en même temps représenté, nous surplombant et nous regardant. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a tout à coup une sorte d'interactivité des regards qui confirme d'une part que ces figures qui sont proches des divinités, eh bien, puisqu'elles me regardent, sont dans le même espace que moi, d'accord? Il y a un lien qui est direct, ces figures représentées
sont dans mon espace puisqu'elles me regardent et que par du regard elles me désignent, d'accord? Donc il y a un contact visuel, mais deuxième point, à partir de là, je peux croire que je suis dans le même espace qu'elle, je peux croire que mon espace de présentation, alors je ne vais pas citer Duchamp, devient inframince, d'accord? Il y a une pénétration de l'espace de présentation dans l'espace de la représentation, je suis dans le même espace puisqu'elle me regarde, et dans un deuxième temps, je peux avoir l'illusion que finalement, c'est moi qui suis sur la scène de théâtre, c'est moi l'acteur qui est regardé par les spectateurs de cette réalité humaine elle-même surplombée par ses divinités, avec cette idée que finalement, je vis ce concept de Theatrum Mundi. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept? Je vous propose la citation de Sperone Speroni. Hommes et femmes, nous nous trouvons sur terre comme au milieu d'un théâtre, et tout autour de chaque partie des cieux siègent des dieux qui observent la tragédie de notre existence. Nous n'avons donc d'autre but que de plaire aux spectateurs, et nous devons chercher à apparaître sur scène de telle façon que nous puissions quitter la scène sous les applaudissements. À ce moment-là, je vis à nouveau cette permutabilité incessante des espaces, des lieux. Je ne suis plus ce spectateur, mais je suis l'acteur, d'une certaine façon, sur lequel veillent les dieux au-dessus de moi et que contemplent ces personnages qui appartiennent à une réalité humaine, donc inversion des rôles, d'où cette impression de vivre une expérience où les rôles peuvent s'inverser, où je peux fusionner avec les figures-pointes. Oui, je vais conclure. Alors, il ne faut pas négliger, et ça c'est Gombrich qui propose, que finalement tout cela ne fonctionne, toutes ces illusions, ces échanges ne fonctionnent que si j'ai envie d'être trompée. Pourquoi? Parce que Véronèse ne peint pas comme un flamand, d'accord? Véronèse, il peint comme un Vénitien, et ce qui différencie, alors laissons les flamands de côté, mais au moins un Florentin d'un Vénitien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'un côté, on a les partisans du disegno, de la ligne, de l'intelligence, du trait, et de l'autre, on a ceux qui sont les partisans du colorito. D'accord? Et le colorite, qu'est-ce qui se passe quand il est déposé par Véronèse? Eh bien, il est lié au geste pictural. Et justement, quand on s'approche des fresques, bien, je suis désolée, on voit la matière qui est déposée, on voit même le geste de l'artiste. Alors, on va en choisir une de meilleure qualité quand même. Donc, on n'est pas complètement dans la logique d'un trompe-l'œil. On n'est trompé que si on accepte de l'être. Et c'est pour ça que finalement, je vais conclure par cette idée que Véronèse, c'est d'abord un bâtisseur de couleurs. Un bâtisseur de couleurs. Et j'en reviens à cette notion de geste, qui est une notion héroïque. Je rappelle que Véronèse, il était d'abord spezzapreda, c'est-à-dire tailleur de pierre. Je le rappelle aussi qu'il a fait un choix qui a peut-être déterminé sa carrière. Il renie le nom du père pour choisir le nom de sa mère, qui était une bâtarde d'un aristocrate. Donc il choisit le nom de Cagliari, Paolo Cagliari. Il choisit le nom d'aristocrate de sa mère et laisse le nom du père. Et pourquoi? Pour élaborer quoi? Un style très riche sur le plan de la couleur, très riche sur le plan de la matière. Il y a cette spécificité du coloris vénitien qu'on appelle cangiantissimo, c'est-à-dire un coloris qui change avec non pas des couleurs qui deviennent claires ou foncées, mais des couleurs qui deviennent, par exemple, qui fonctionnent par couple de complémentaires. Alors, je vais chercher une image et je m'arrêterai là-dessus. Une image, voilà, de musicienne. Par exemple, dans la partie haute de son vêtement, on voit bien ces reflets blancs et l'idée, regardez, de la circulation du pinceau qui dépose la couleur. Donc la matérialité picturale, elle est extrêmement vivante dans la Villa Barbaro, elle est visible. Et à ce moment-là, quand la matérialité picturale
redevient visible, et bien toutes les illusions disparaissent.